va nous évoquer Sur l'Asie, la question de l'Asie, enfin la son représentation de best-of, l'Asie son dans les best-of bandes dessinées. voilà, son best-of, et c'est aussi un exercice qu'on salue Parfait. d'avance euh, par ça, Oui, la voilà. difficulté que ça a représenté. On le voit très Bon, bien, Patrick. alors, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien ma projection là? Très bien. Parfait. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de participer à cette bien intéressante opération. Alors, pour vous résumer en deux mots mon parcours, moi, j'ai été journaliste donc toute ma vie, et je le suis toujours. Et mon dernier poste, ça a été 7 ans en Inde. Et quand je suis rentré d'Inde il y a quelques années, j'ai continué à écrire sur l'Inde, essentiellement pour le site internet asialist.com, qui est un site consacré à des papiers de fond et d'analyse sur l'Asie. Et puis, en faisant ça, je me suis dit que, ayant été toute ma vie passionné de BD, ayant fait beaucoup de chroniques BD en parallèle de mon activité principale au fil des années, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour Asialist de regarder ce qui pouvait exister en termes de bande dessinée traitant de l'Asie. Alors c'est comme ça qu'il y a 6 ans à peu près, j'ai créé ma chronique L'Asie dessinée, dans laquelle, à peu près chaque mois, je parle de ces bandes dessinées. Et alors, en fait, pour moi, ce qui a été une découverte et une grande surprise, dans une certaine mesure, c'est que je me suis rendu compte qu'il paraissait en France beaucoup de bandes dessinées parlant de l'Asie, d'origine très variée, dans des registres très variés, et que dans la masse, il y avait beaucoup de choses de très bonne qualité. Donc, depuis que j'ai créé cette rubrique, j'ai dépassé les 50 chroniques en parlant de plus de 200 bandes dessinées. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer vraiment le meilleur du meilleur de ce que j'ai vu sortir depuis 6 ans. Alors, vous allez voir, ça regroupe des bandes dessinées d'origine très variée, parce qu'il y a des bandes dessinées franco-belges, des bandes dessinées d'autres auteurs occidentaux, et puis il y a aussi évidemment des bandes dessinées originaires d'Asie, des mangas, des bandes dessinées chinoises, des bandes dessinées indiennes, etc. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce sont des bandes dessinées qui appartiennent à des registres très variés. Il y a des autobiographies, il y a des bandes dessinées historiques, mythologiques, du reportage, etc., de la fiction pure, voilà. Alors, bon, comme il fallait se limiter très strictement dans le temps, eh bien, je me suis rabattu sur une grosse douzaine d'albums, ce qui est vraiment très très peu pour couvrir les bandes dessinées parlant d'un continent comme l'Asie. Mais enfin, bon, il y a vraiment que du très très bon. Alors, pour commencer, eh bien, Laurent, évidemment, n'a pas pu s'empêcher de déflorer mon sujet en parlant déjà de Lee autant le dire tout de suite, dans toute ma présentation, je ne vous parle que du meilleur du meilleur, et le meilleur du meilleur du meilleur, eh ben, c'est probablement ce titre-là, Une vie chinoise, 3 tomes, que l'on doit au Chinois Li Kunu, aidé pour le scénario par le Français Philippe Authier. Alors, c'est une autobiographie monumentale, parce que là, vous voyez, il y a 3 tomes, et en tout, ça fait, je ne sais plus, 1200 pages ou 1000 pages, enfin, c'est considérable. Ça brosse un portrait absolument hallucinant de tous les bouleversements traversés par la Chine pendant la vie de Li Kunu, c'est-à-dire en gros des années 50 à aujourd'hui. Alors, on a d'abord un portrait tous les désastres du grand bond en avant, toutes les horreurs de la révolution culturelle, les purges, les dénonciations, etc.
On a le traumatisme incroyable de la mort de Mao. Et puis, petit à petit, on arrive à l'ouverture au monde, la modernisation économique et tout ça. Il manque la période actuelle de grands renfermements, mais bon. Tout ça est traité avec une franchise désarmante parce que l'auteur est fondamentalement très, très ambigu. D'un côté, il décrit de façon vraiment terriblement impressionnante les abominations subies par le peuple chinois pendant les périodes de la révolution culturelle, etc., y compris par sa propre famille, puisque son père, qui était un dirigeant du parti, s'est retrouvé en camp de rééducation pendant des années. Et en même temps, Lee Kun-woo ne cache pas qu'il reste fondamentalement attaché au Parti communiste. C'est parfois assez difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Alors là, vous voyez par exemple sur l'image de droite, ce personnage qui regarde en l'air complètement perdu, il vient d'apprendre la mort de Mao. Il a subi les pires épreuves du fait de la façon dont Mao dirigeait son pays, mais il se retrouve totalement perdu. Et vous voyez en bas qu'il demande à son camarade, mais maintenant que Mao est mort, nous sommes tout seuls, qu'allons-nous devenir? Et là, page de gauche, vous le voyez qui hurle dans un paysage de montagne en s'adressant à son père et à sa mère disparus, que ça y est, il a enfin réussi à entrer au Parti communiste. Alors, l'ensemble de la série est absolument passionnant parce que vous avez sans arrêt cette bascule entre la réalité historique, ce qui s'est vraiment passé, et la façon dont ça a pu être vécu de l'intérieur par les Chinois. C'est vraiment ce que j'ai jamais vu de mieux pour comprendre ce qui s'est passé en Chine pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et par ailleurs, le dessin est très très beau, avec un style très particulier. Vous avez par exemple la planche de droite là, qui vous donne une idée des scènes de paysages, de vie quotidienne que nous montre Lee Kun-woo. Deuxième album, exactement sur le même thème, par un dessinateur chinois de la même génération, mais dans un style très différent. Donc, Chang Rui-Nie est un dessinateur chinois qui se trouve vivre en France depuis quelques années et qui nous raconte, lui aussi, donc 50 ans d'histoire de la Chine contemporaine. Mais alors, c'est une approche assez différente de celle de Lee Kun-woo. Là, c'est vu à travers un prisme très particulier, les séjours successifs qu'il a effectués dans une région montagneuse du Shaanxi, au nord de la Chine. Bon. C'est une région où il a été envoyé en tant qu'ouvrier pour travailler dans une usine d'armement. Et c'est là qu'il a vécu la révolution culturelle. Alors là aussi, il décrit des scènes incroyables, les gardes rouges déchaînés, les séances de dénonciation, etc. Mais Nie étant fondamentalement un esthète et ne rêvant que de devenir dessinateur, il reste complètement fasciné par la richesse culturelle locale du pays, par la beauté des paysages. Et au bout du compte, alors plus tard dans sa vie, il revient plusieurs fois dans cette région. Dans la toute dernière image, vous la voyez aujourd'hui avec des bâtiments ultramodernes qui, bien évidemment, lui plaisent beaucoup moins que ce qu'il y avait à ses débuts, comme les idoles que vous pouvez voir à gauche. Et alors, ce qui est très frappant, outre l'intérêt du récit, qui est très, très grand, c'est l'extraordinaire beauté du dessin de Nie, avec cette technique extraordinaire de hachure extrêmement fine, qui fait de ces pages de véritables tableaux. Il y en a qu'on découperait volontiers dans l'album pour les encadrer chez soi. Alors, je continue dans la Chine avec un album beaucoup plus récent. Là, c'est un gros roman graphique qui parle d'une question sociale, d'un problème social très important en Chine.
c'est le sort des enfants chinois qui grandissent dans les petites villes de province ou à la campagne et qui grandissent sans leur père parce que le père est parti travailler en ville dans les usines des mégapoles chinoises. La famille reste derrière et les enfants peuvent parfaitement ne pas voir leur père pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, nous avons un très très beau récit. On suit ce jeune garçon qui a une dizaine d'années, à qui son père manque terriblement, qui s'en fait une image complètement idéalisée. Et puis un jour, le père revient parce qu'il n'a plus de travail là où il était. Et évidemment, les choses ne se passent pas comme il l'aurait voulu, parce que son père ne correspond pas à l'image idéale qu'il s'en faisait. Alors c'est une histoire très très simple, mais ça nous fait véritablement plonger dans la vie quotidienne de Chinois très très ordinaires dans une petite ville de province. Il y a plein de scènes de la vie de tous les jours, et puis comme vous pouvez le voir, un très très beau dessin. J'aime beaucoup. Il te reste 5 Alors ou là, 6 minutes. Oh mon Dieu, j'en suis qu'au Oui. premier pays. C'est bon, je vais aller beaucoup plus vite. Bien. Alors, pour terminer avec la Chine, là, on n'est pas dans la bande dessinée très esthétique, mais on est dans un registre tout à fait intéressant. C'est le parfait mode d'emploi de l'expatriation en Chine. C'est écrit par un scénariste qui est un Français ayant vécu très très longtemps là-bas et qui nous livre un livre dans lequel il y a vraiment plein de conseils pratiques sur les relations avec les Chinois, ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment créer une entreprise, etc. C'est très intéressant. Oups, pardon. Oui, voilà. Bon. Alors, je passe au Japon, avec là un très bel album en 2 tomes qui raconte le mythe des geishas dans une très belle BD historique, l'histoire d'une jeune fille vendue par sa famille et qui devient geisha. Et ça nous montre plein de choses sur la façon de vivre au Japon au milieu du siècle dernier, ou même un peu avant. C'est un très bel album fait par des Français, mais très documenté, vraiment bien. Alors là, quelque chose de tout à fait exceptionnel, un manga en 11 tomes qui raconte un épisode totalement fou de la bataille du Pacifique, quand un groupe de soldats japonais est resté retranché dans les grottes sous la petite île de Peleliu pendant plusieurs années après la fin de la guerre, parce qu'ils ne voulaient pas croire que la guerre était terminée et ils se préparaient pour reprendre le contrôle de l'île le jour où l'armée japonaise finirait par revenir. L'histoire est totalement surréaliste, c'est parfaitement historique, extrêmement documenté, et en prime, vous avez un dessin qui est vraiment ce qui se fait de mieux dans le registre du manga, y compris pour des lecteurs qui n'y sont pas habitués. Vous voyez l'utilisation des sons qui sont mis en scène de façon extrêmement graphique. C'est truffé de scènes surréalistes. Ça fait à peu près 2000 pages et on ne peut pas s'arrêter. Voilà. Dernière BD japonaise, Sango, c'est encore une suite de la guerre avec un manga qui nous décrit Tokyo après la fin de la guerre, ravagée par tout ce qui s'est passé, une population complètement à la dérive, des soldats démobilisés qui ne se remettent pas d'avoir survécu là où tous leurs camarades sont morts, et ça nous dresse un portrait de cet effondrement matériel et moral du Japon qui est fascinant. 7 tomes chez Casterman, c'est un chef-d'œuvre. Oui, pardon, dernier album japonais, c'est l'œuvre du dessinateur Igor, qui est un dessinateur italien absolument remarquable, qui a vécu et travaillé des années au Japon et qui nous livre ces 2 cahiers dans lesquels il reprend toute l'imagerie japonaise, magnifiquement dessinée. C'est un mélange d'illustrations, de bandes dessinées traditionnelles. Vous voyez, le dessin est superbe et c'est absolument fascinant. Alors,
Quelques mots sur l'Inde, avec cette bande dessinée très surprenante. C'est une version en BD du Mahabharata, qui est un des deux grands textes de la mythologie de la religion hindoue. C'est basé sur les travaux de Jean-Claude Carrière, qui est très connu en France pour le travail qu'il a fait à ce sujet. C'était vraiment un défi de transposer ça en bande dessinée, mais le dessinateur Jean-Marie Michaud a relevé le gant et c'est une très bonne façon de s'intéresser à ce texte qui est long comme plusieurs fois la Bible. Donc, aborder la lecture directe, ça n'est pas évident. La BD est très bien pour ça. Full and Devi, c'est une BD toute récente, faite par une Française qui met en scène la vie de cette femme de basse caste dans l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, devenue chef de bande, qui a à son actif, si l'on peut dire, des dizaines et des dizaines d'assassinats. Mais son histoire est fascinante parce qu'on plonge dans les méandres des guerres de caste, de la façon dont les basses castes continuent à être exploitées et maltraitées par les hautes castes, les ravages de la corruption, etc. C'est un portrait très intéressant de ce qui est tout sauf l'Inde émergente, brillante et grande puissance du XXIe siècle. Mais c'est toujours la réalité. Ici, vous avez un récit autobiographique très surprenant. C'est l'histoire de Sophie Le Goubin-Copeil, dont la vie a été marquée par un drame terrible quand, adolescente, son père s'est noyé en Inde en sauvant une jeune indienne qui était, elle, en train de se noyer dans la mer. Il a sauvé la fille, mais lui s'est noyé. Ses enfants et sa femme sont rentrés en France sans avoir eu aucun contact avec la famille de la jeune indienne. Ça a rongé la vie de cette jeune femme française pendant des dizaines d'années, et 20 ans plus tard, elle est retournée en Inde pour retrouver la miraculée, celle que son père avait sauvée. L'histoire est très, très émouvante, et en prime, ça montre de façon très, très drôle les démêlés que l'on peut avoir en Inde quand on affronte la bureaucratie. Là, un dernier album très extraordinaire sur l'Inde. Simon Lamoureux a vécu un long moment à Bangalore, et pendant un an et demi, il a fait quelque chose d'incroyable. Il est allé tous les jours passer plusieurs heures sur un chantier de construction au coin de sa rue avec une interprète, et il a enquêté auprès de tout le petit monde qui travaillait sur ce chantier. Pour vous donner une idée, il estime que chaque jour sur le chantier, il y avait des gens parlant une dizaine de langues différentes, les ouvriers étant venus de partout en Inde. Et le résultat est un reportage absolument extraordinaire sur cet univers des immigrants de l'intérieur, comment ça fonctionne, comment ils travaillent en clan, comment ils s'entendent ou pas. Et puis c'est un monde que les Indiens des classes aisées ignorent totalement, bien entendu, mais c'est extrêmement riche d'enseignements sur la société indienne. Voilà, j'arrive presque au bout. Je n'ai pas gardé d'album coréen, mais Laurent vous en a quand même déjà dit un petit mot. Je signale cet album qui est très extraordinaire. C'est un album de Singapour, on n'en voit pas beaucoup. C'est une biographie d'un dessinateur de bande dessinée imaginaire. Donc, le vrai auteur, Sonny Liu, a imaginé un auteur s'appelant Charlie Chan Oksai, a imaginé toute sa vie, tous ses travaux. Il y a une qualité de réalisation graphique qui est absolument confondante. Et en toile de fond, on voit toute l'histoire contemporaine de Singapour parce que ce dessinateur imaginaire était très engagé dans les luttes politiques. Donc, les deux sujets se mélangent, la biographie imaginaire et l'histoire de Singapour. C'est remarquable. Alors oui, sur la Corée, je vous signale juste ces deux albums qui, en fait, aborde un registre qui est un registre à soi tout seul. C'est le registre du choc culturel, disons,
il y a pas mal de bandes dessinées faites soit par des auteurs asiatiques vivant en France, soit l'inverse. Je crois qu'on va traverser Snowdonia, les amis. Pardon? Allô? Oui. Il y a un micro d'une personne qui vient d'entrer. Si elle peut fermer son micro, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Patrick. Alors, Patrick, tu as coupé ton micro, toi. Patrick, il faut que tu… Voilà. Vas-y, non. Rouvre ton micro, Patrick. Je crois que Patrick a été cyberattaqué. Et... Ouais. C'est moi qui l'ai coupé en pensant couper le pardon. micro de la personne qui arrivait. Pardon, je suis désolée. Alors, Patrick, Caroline, tu peux essayer de le rouvrir? Non, je ne peux pas. Lui doit pouvoir le rétablir, mais Patrick? En bas à gauche, tu as une petite icône, activer le son. En bas à gauche. Tu l'as activé brièvement et ça s'est coupé à nouveau tout de suite. En bas à gauche de ton écran. Non, là, voilà, vas-y. Non, ça a coupé à nouveau. Alors que nous découvrons plusieurs éditions. Non, voilà. Est-ce que c'est bon là? Là, c'est bon, on t'entend. Super. Là, c'est parfait. Bon, voilà, il a fallu que je sorte pour… Bon, enfin, bref. Désolé. Oui, donc le registre des chocs culturels. Et là, c'est un exemple intéressant d'un double album qui joue sur les relations entre une Coréenne et un Français dans les deux sens, dans les deux pays. C'est un registre très intéressant, ça. Bon, je voulais, pour terminer, vous signaler que, indépendamment des nouveautés, tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est des albums parus ces dernières années, il y a quand même un grand classique de la bande dessinée franco-belge qui fait autorité en matière de bande dessinée parlant de l'Asie, c'est Cosé, le dessinateur suisse, qui a réalisé plusieurs dizaines d'albums, dont une grande majorité se passant en Inde, dans l'Himalaya, au Japon, en Birmanie, au Vietnam, etc. C'est un très grand voyageur et donc passionné d'Asie. Et là, en gros, si vous voulez proposer, vous, libraires, à vos lecteurs, une gamme de BD graphiquement magnifique et passant l'Asie en revue, eh bien, allez-y, regardez Cosé. Je vous signale également un livre de référence, Mangasia, de Paul Gravette, qui est une espèce d'énorme guide de la bande dessinée asiatique de tous les pays d'Asie, Japon, Chine, Inde, Philippines, etc. C'est un ouvrage remarquable avec des milliers d'illustrations. Donc, ça peut vous aider. Et puis, je vous signale également que vous pouvez retrouver chaque mois ma chronique si vous allez sur asialist.com. Sur la page d'accueil, vous verrez quelque part une rubrique Nos dossiers. Et dans la rubrique Nos dossiers, vous avez nos chroniques, l'Asie dessinée. Voilà, je suis allé beaucoup plus vite que je n'aurais voulu, mais bon. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. Qui, moi, m'a fait découvrir Asialist et promis juré, je vais aller en lire plus parce que ça m'a vraiment mis en appétit. Est-ce qu'il y a des… Pardon? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à la suite de cette présentation? Il n'y a pas de questions. Alors, j'en ai une. Oui. Une question qui m'est venue en fait quand tu as présenté les deux ouvrages de Samir Damani et puis de Yunbo, oui, qui pour la petite histoire d'ailleurs habitent tous les deux à Angoulême, donc voilà, c'était et que je connais assez bien. Et qui, ah oui, ils sont revenus à Angoulême. Ils vivent à Angoulême, je les croise tous les jours ou presque, mais bon, ça je mets ça à part. Et ce qui est très intéressant effectivement dans ces deux ouvrages, je ne sais pas si tu peux remonter d'un cran. Bon, alors attends, juste pour que nos amis libraires puissent visualiser ces deux titres. Donc, ce sont deux titres en fait qui ont été réalisés, l'un par un Français d'origine marocaine, je crois, et l'autre par une Coréenne du Sud.
et chacun évidemment abordant leur vision et enfin, une espèce de contraste comme ça des cultures, comme tu l'as très bien dit. Et moi, ça m'a inspiré une question par rapport à… Donc, il y a deux approches de la représentation de l'Asie au sens large dans les bandes dessinées. Il y a celle, évidemment, des Asiatiques eux-mêmes et puis des étrangers, enfin, de ceux qui ne sont pas asiatiques et qui découvrent l'Asie. Est-ce que toi, dans les lectures que tu as faites, tu as noté des écarts significatifs et si oui, sur quoi porte-t-il dans les deux visions? Des écarts, c'est-à-dire… Ouais, est-ce que la focalisation enfin, est-ce que le point de vue, par exemple, de l'auteur étranger sur le monde asiatique se fait sur la focale se fait sur des points particuliers et à l'inverse ou à côté plutôt du côté de l'auteur asiatique, le regard se porte sur évidemment d'autres éléments de sa propre culture. Ah, ben, les sujets traités ne sont évidemment pas les mêmes, hein. Mais le problème, c'est qu'il y a autant de cas particuliers que d'albums. Je veux dire, il y a tellement de façons d'aborder un pays, que ce soit le sien ou un pays étranger. Mais bon, par exemple, eh ben, j'ai cité… Parmi mes œuvres préférées, j'ai cité deux séries de mangas parlant de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Bon, ça, c'est vraiment des sujets que les auteurs japonais saisissent parce que ça les concerne directement. On imagine plus difficilement des auteurs occidentaux plongés dans ces sujets-là. À l'inverse, il y a dans les BD réalisés par des Occidentaux sur l'Asie, il y a beaucoup d'expériences personnelles. Bon, j'ai cité la bande dessinée Mode d'emploi en Chine, faite par un Français ayant vécu longuement là-bas. Là, c'est totalement à la première personne. Voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai vécu ça, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire parce que l'expérience me l'a montré. Bon, là, on est vraiment dans la vie personnelle de l'auteur et presque encore plus dans le cas de Rita Sauvé des eaux là, en Inde, qui raconte une expérience complètement personnelle et familiale. Bon, là, on est vraiment dans des bandes dessinées très, très personnelles. Mais encore une fois, toutes les approches sont possibles. On trouve d'ailleurs des bandes dessinées absolument symétriques. Il y a, par exemple, une série de mangas très amusante qui s'appelle « Un pigeon à Paris », qui est faite par une auteure japonaise de manga qui a vécu plusieurs années à Paris et qui raconte en manga ce que c'est que d'être une japonaise vivant à Paris. Et je peux vous dire que c'est assez cocasse, hein. Anaïs a levé la main, Voilà. je crois. Pardon? Anaïs a levé la main, pardon. Il y a Anaïs qui lève la main. Oui, alors ça rebondit un peu sur ce que vous finissiez de dire, mais en fait, on parle beaucoup de romans graphiques très historiques ou effectivement très personnels. Est-ce que c'est parce que c'est ce qui est publié du coup du côté français ou francophone dans la production en Asie, ou est-ce que c'est un biais de regard, ou est-ce que c'est ce qui… je pense à même de la bande dessinée humoristique, d'aventure. Oui, alors, non, alors effectivement, il y a, la gamme est plus large que ce que j'ai montré là. Je n'ai montré qu'une douzaine de titres, ce qui est quand même extrêmement peu. Alors, le fait est que si on veut prendre les meilleurs titres de livres qui nous apprennent véritablement beaucoup de choses sur l'Asie, c'est vrai qu'on tombe assez souvent sur, disons, des gros romans graphiques, parce que c'est ce qui est le plus approprié. Mais par exemple, les albums de Cosset, qui sont des merveilles, ce sont des joyaux, Grand Prix d'Angoulême il y a 3-4 ans d'ailleurs, bon, ben ça c'est de la pure bande dessinée franco-belge, et c'est une façon magnifique de voyager en Asie.
Alors, vous avez tout à fait raison. Dans ce que j'ai montré, je n'ai pas mis de pure fiction, mais c'est vraiment, encore une fois, un problème de place et de nombre d'albums disponibles, parce que, par exemple, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais si vous allez voir dans ma rubrique l'Asie dessinée, donc sur Asialist, vous verrez qu'il y a 3-4 mois, j'ai fait, à l'occasion de ma 50e chronique, j'ai fait un best-of, c'est-à-dire que j'ai passé en revue les 25 meilleures bandes dessinées que j'avais chroniquées pendant mes 50 premières chroniques. Bon. Et donc 25, c'est 2 fois plus que ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Et là, j'y ai inclus de la pure fiction, parce qu'il y a des bandes dessinées très bien faites, d'aventure, qui nous montrent plein de choses sur l'Asie, sur les paysages, sur les modes de vie, quand c'est fait par des auteurs qui soit connaissent bien sur place, soit se documentent beaucoup. Et dans ma foi, c'est tout à fait le cas. Alors, du pur humour, il y en a aussi, mais bon, moi, mon approche, c'est quand même de sélectionner des bandes dessinées qui ont un côté vraiment, une dimension informative assez forte. Bon, ce n'est pas toujours autant le cas dans l'humour pur, mais enfin, ça peut arriver aussi. Merci Patrick pour la clarté des réponses. On va s'arrêter là sur cette thématique.